Notre premier conférencier est en visio avec nous. Il est à Nantes. Je l'aperçois là-bas sur l'écran. Joël Florent, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous entends très bien. Parfait, nous aussi. Vous êtes professeur de l'université à l'Université de Nantes, directeur adjoint du laboratoire MMS, ça veut dire Mère Molécule Santé, c'est bien ça. Et donc vous allez nous présenter une conférence sur le thème des algues marines, une source de protéines d'intérêt pour la nutrition animale et humaine. Point d'interrogation, hein. C'est une question, donc on essaiera d'y répondre avec vous et également avec les personnes qui suivent votre conférence à distance. Donc, Monsieur Florence, je vous laisse la parole. Bien, merci déjà de m'avoir invité pour cette conférence. Il faut savoir que je connais bien les Côtes d'Armor puisque j'ai commencé ma carrière au Centre d'études de valorisation des algues en 1989. Donc, ça commence à dater. Donc, je vais vous parler effectivement des algues marines comme une source de protéines d'intérêt pour la nutrition humaine et animale. Alors, il faut bien se rendre compte que les algues sont effectivement des végétaux qui, pour certaines d'entre elles, ont des teneurs très intéressantes en matière de protéines. Alors là, vous avez sur ce tableau, en fait, des teneurs en protéines qui varient en fonction des espèces. Donc, je vais surtout me focaliser sur les algues rouges, comme Palmaria palmata, que vous connaissez bien sur le littoral Nord-Bretagne, puisqu'on l'appelle la dulce, dont la teneur en protéines peut varier en fonction de la saison entre 8 et 35% du poids sec. Et puis vous avez une autre algue, Porphyra tenera, dont la teneur en protéines peut aller jusqu'à 47% du poids sec. 47% du poids sec, ça veut dire qu'en fait cette algue a une teneur en protéines qui est tout à fait comparable aux tourteaux de soja, qui sont déjà des concentrés de protéines végétales. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait certaines algues de notre littoral ont effectivement des teneurs en protéines qui sont intéressantes. Alors Palmaria palmata que vous connaissez bien, donc c'est une algue rouge qui donc appartient à la classe des rhodophycées. Sa répartition géographique, c'est l'hémisphère nord, tant au niveau de l'océan Atlantique que dans le Pacifique. C'est une algue intertidale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la ramasser lors des marées. Donc c'est une algue qui est facilement récoltable. C'est une algue qu'on trouve aussi comme épiphyte, c'est-à-dire comme étant présente sur la surface de certaines algues qui, elles, sont plus difficilement accessibles en récolte à pied que sont les laminaires. Cette algue a une caractéristique, c'est qu'elle a un cycle de reproduction compliqué et qui est en partie mal connu. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que c'est une algue qui n'est pas en fait facilement cultivable. C'est une algue qui peut être valorisée comme par exemple source de protéines que par le biais de la récolte. En revanche, c'est une espèce pérennante, c'est-à-dire c'est une espèce qui revient tous les ans sur les mêmes endroits. Alors, cette algue a une teneur en protéines qui va varier en fonction de la saison. Vous avez là une succession de teneurs en protéines de cette algue au cours des saisons, et vous pouvez observer que les teneurs les plus élevées, qui correspondent à peu près à 25% du poids sec sur une algue qui est une algue, disons, qu'on peut récolter sur l'estran, on l'obtient fin avril, début mai, c'est-à-dire en fait au printemps. Vous voyez par contre que en fait la teneur en protéines va chuter singulièrement au cours de la période estivale. Alors pourquoi je vous montre ces résultats? C'est pour vous dire que si on veut valoriser cette algue comme source de protéines, on ne peut pas la valoriser à n'importe quelle période de l'année. Il faut choisir effectivement la période de récolte. Vous avez une autre algue qu'on appelle Gracilaria verrucosa, qu'on trouve sur nos côtes, mais qu'on trouve aussi sur bien entendu d'autres côtes, notamment sur les côtes méditerranéennes. Et cette algue a un nom, on la trouve également au Japon. Cette algue s'appelle l'ogonori. C'est son nom en fait vernaculaire, c'est-à-dire son nom vulgaire, son nom commercial. Alors voilà, vous avez un exemple de composition moyenne de Gracilaria verrucosa. Alors composition moyenne d'une algue, ça peut porter en confusion parce qu'en fait, vu les grandes variabilités qu'on observe sur les teneurs, notamment en protéines et en polysaccharides des algues, en fait, il est difficile d'établir une composition moyenne. Mais certains auteurs se sont risqués à établir effectivement la composition moyenne, notamment de cette algue. Et vous observez que cette algue, effectivement, à certaines périodes, a une teneur moyenne en protéines qui est de l'ordre de 24% du poids sec. Alors,
c'est intéressant parce que 24% du pois sec, on est proche en fait des teneurs en protéines de la plante de soja qui est de 25%. Alors où c'est que je vous amène? Je vous amène sur un terrain qui est un terrain de discussion au niveau scientifique, à savoir aujourd'hui la première source de protéines végétales pour l'alimentation animale, ça demeure le soja. Mais on peut se poser la question, quel est l'intérêt de nourrir notamment des animaux que l'on élève par aquaculture avec des sources de protéines végétales terrestres, alors qu'il existe en milieu marin des sources de protéines végétales marines qui ont en fait, du point de vue quantitatif, la même performance. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, d'où le point d'interrogation. Parce qu'en fait, quand on s'intéresse à une source de protéines, il faut s'intéresser effectivement à l'aspect quantitatif, ça c'est un premier aspect. Il faut s'intéresser aussi à la qualité des protéines, c'est-à-dire en fait, il faut s'intéresser à la composition en acides aminés. Et puis, troisième aspect, il faut s'intéresser aussi à la digestibilité de ces protéines. Parce qu'on peut avoir affaire à des sources de protéines végétales intéressantes du point de vue quantitatif, mais du point de vue de leur composition en acides aminés, la richesse reste effectivement à discuter. Et ensuite, l'élément essentiel, c'est la digestibilité, c'est-à-dire la disponibilité de ces protéines et notamment leur bioassimilation. Alors, est-ce que, compte tenu de ces aspects, on peut dire que les algues peuvent intervenir dans l'alimentation humaine et ou animale? Alors d'abord, on va s'intéresser sur une algue qui est une algue très fréquente sur nos côtes, Palmaria palmata, à sa teneur en acides aminés comparée à la teneur en acides aminés d'autres sources de protéines, notamment les légumineuses, ou une source de protéines animales, l'ovalbumine, qui est couramment utilisée pour déterminer en fait la valeur nutritionnelle d'une protéine. Allez, en fait, ce qu'on peut noter, c'est que Palmaria palmata est une algue qui, en fait, a un intérêt par rapport à d'autres sources traditionnelles avec une teneur en méthionine qui est, vous le voyez, comprise entre 2,7% et 4,5% de la fraction totale en acides aminés, qui est intéressante au regard de ce qu'on observe pour les légumineuses, par exemple le soja ou le haricot, ou même pour le valbumine. Le valbumine, qui est la protéine de référence, on est à 3,1% de méthionine, et chez Palmaria palmata, on peut aller jusqu'à 4,5%. Ça, c'est un intérêt du point de vue de la nutrition humaine, parce que vous savez qu'il y a des consommateurs qui se détournent de plus en plus des sources protéines animales et cherchent effectivement des alternatives en matière de sources de protéines chez les végétaux. Or, un des points, disons, d'achoppement, c'est la teneur en méthionine. C'est un acide aminé soufré, indispensable, donc essentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas le synthétiser et il faut qu'il nous soit apporté par l'alimentation. Or, soit il nous est apporté par l'alimentation via des protéines animales, parce que les protéines animales sont riches en méthionine, soit il doit nous être apporté par d'autres sources de protéines. Et en fait, les algues, notamment Palmaria palmata, apparaît comme une source de fourniture d'acides aminés de type méthionine intéressante au regard des légumineuses et même au regard d'une protéine témoin comme le valbumine. Alors, bien entendu, ça c'est un des points forts notamment de Palmaria palmata. Palmaria palmata a d'autres atouts, notamment en matière de teneur en histidine et d'autres acides aminés essentiels. Mais son point le plus fort, c'est que Palmaria palmata peut être une source intéressante de fourniture d'acides aminés essentiels comme la méthionine et se substituer à un moment donné peut-être aux protéines d'origine animale. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que, en fait, cet acide aminé qui est contenu dans les Palmaria palmata est facilement assimilable? Autrement dit, est-ce que les protéines de Palmaria palmata sont digestes ou est-ce que les protéines d'autres algues rouges sont également digestes? Et c'est là où on va s'intéresser en fait à la valeur et aux atouts nutritionnels des algues. Et la valeur et l'atout nutritionnel des algues est de prime abord déterminé par leur assimilation, c'est-à-dire leur digestibilité. Vous voyez qu'en introduction de ce chapitre, je dis donc les algues, donc est-ce que ça a un intérêt du point de vue de la digestibilité? Et là, vous avez une référence à un vieux film qui est Dr Knock avec Louis Jouvet, où en fait il dit les algues, en fait il le dit pas dans le film, je vous rassure, les algues ont apparemment soulagé votre transit et le garde champêtre dit le kombu c'est l'algue du bonheur parce que le kombu c'est Laminaria japonica et en japonais
kombu, ça veut dire bonheur. Or, cette algue, Laminaria digitata, Laminaria japonica ou Palmaria palmata ou d'autres algues, se caractérise par la présence surtout de fibres, donc de polysaccharides, et ces fibres jouent un rôle dans la digestibilité ou la non-digestibilité des protéines, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors en fait, quand on consomme une algue, il faut savoir qu'on consomme l'algue dans son intégralité, et donc on va consommer les protéines, mais également les polysaccharides et les polyphénols qui sont contenus dans l'algue. Or, ces polysaccharides et ces polyphénols ont en fait un impact sur la digestibilité des protéines, autrement dit sur leur assimilation. Les polysaccharides, qui sont très présents chez les algues, sont considérés en fait comme des facteurs antinutritionnels du point de vue de la digestibilité des protéines. Pourquoi ? Parce que ces polysaccharides, qui sont des polysaccharides chargés, donc ce sont pour Palmaria palmata des xylanes qui ont des groupements sulfates. Ça peut être aussi chez les algues brunes des alginates. Ces fibres peuvent réagir, c'est-à-dire interagir avec les protéines. Et en interagissant avec les protéines, elles vont limiter la digestibilité des protéines parce qu'en fait, elles vont limiter l'accessibilité des enzymes digestives à leur substrat, c'est-à-dire aux protéines. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est que ces polysaccharides peuvent eux-mêmes interagir avec les enzymes digestives, c'est-à-dire la trypsine, la chymiotrypsine, au niveau donc du tractus digestif humain. Sinon, vous avez aussi les polyphénols. Les polyphénols, donc certaines algues sont riches en polyphénols, notamment les algues brunes, un peu moins les algues rouges, peuvent inhiber aussi les enzymes digestives comme la trypsine, la chymiotrypsine et la pepsine. Alors quand je vous ai dit ça, j'ai un peu cassé votre enthousiasme sur l'utilisation des algues comme source de protéines parce que vous êtes en train de vous dire il est bien gentil ce monsieur, il me dit qu'elles ont beaucoup de protéines, notamment les algues rouges, que certaines ont des teneurs en méthionine extrêmement intéressantes qu'on pourrait valoriser en alimentation humaine, mais on a un problème par rapport à leur digestibilité. Alors les Japonais ont fait beaucoup d'études et qui ont montré effectivement que les fibres dites solubles, c'est-à-dire les fibres solubles dans l'eau, c'est-à-dire les polysaccharides qui ont la capacité d'être solubles dans l'eau, peuvent effectivement quelque part inhiber certaines protéases, donc certaines enzymes digestives. Ça a été démontré notamment sur la pepsine. Et là, vous voyez sur des algues brunes comme le kombu, Laminaria japonica, le wakame, Undaria pinnatifida, ou l'ijiki, qui est Esica fusiforme, en fonction du pourcentage de fibres solubles que vous allez rajouter en fait dans le milieu où vous allez étudier la digestibilité, c'est-à-dire la dégradation des protéines algales par une protéase, la pepsine, vous allez observer, en fonction de la nature des fibres, des teneurs d'inhibition de l'enzyme digestive extrêmement importantes, puisque ça va de 21% pour les teneurs d'inhibition les plus faibles jusqu'à 55%. Donc on sait effectivement que ces polysaccharides ou fibres solubles ont une capacité inhibitrice des enzymes digestives qui est loin d'être négligeable. Alors, partant de ce constat, on a fait quelques études qui ont essayé effectivement d'étudier la digestibilité des protéines, notamment de Palmaria palmata. Pour cela, on a fait ce qu'on appelle des études de digestibilité in vitro. Pour faire court, en fait, on a pris une algue et on a fait une prédigestion avec une enzyme digestive qui est la pepsine, à pH acide, qui correspond en fait au pH du contenu stomacal, à 37 degrés, qui est en fait la température physiologique chez les mammifères, et pendant 30 minutes, avec un ratio enzyme-substrat de 1 sur 250. Et on a obtenu ce qu'on appelle une algue prédigérée. Et cette algue prédigérée, on l'a soumise à une deuxième digestion avec un ensemble d'enzymes digestives. Cet ensemble s'appelle la pancréatine, à pH 7,5, à 37 degrés et pendant 6 heures. Et en fait, après cette digestion, on a mesuré le pourcentage d'azote libéré qui correspond au pourcentage d'azote qui a été dialysé, c'est-à-dire qui a été en fait exfiltré après hydrolyse des protéines sur le pourcentage d'azote protéique total, donc le pourcentage de protéines qu'on avait mis au départ, multiplié par 100. Et ça nous a permis de déterminer un pourcentage d'azote libéré, c'est-à-dire un taux de digestibilité. Et là, vous voyez que, en fait, on a fait ce type d'expérimentation sur notre fameuse algue Palmaria palmata.
Et je vais me focaliser simplement sur les résultats d'analyse obtenus après 6 heures de digestion avec la pancréatine. Pour ce faire, on a utilisé déjà une protéine témoin, qui est une protéine de lait qu'on appelle la caséine, pour s'assurer que notre système fonctionnait en matière d'évaluation de la digestibilité, c'est-à-dire que l'action combinée de pepsine et de pancréatine permettait de digérer en fait la caséine. Au bout de 6 heures, on a à peu près 60% de la caséine qui a été digérée. Quand on prend une algue Palmaria palmata qui a été récoltée au mois de février, c'est-à-dire fin février, au moment où la teneur en protéines est la plus élevée, on observe que la teneur donc, de digestibilité, le taux de digestibilité est de l'ordre de 30%. Et lorsqu'on fait la même expérimentation sur une algue qui a été récoltée en juin, ça correspond à une période où en fait la teneur en protéines est en train de chuter. On a en fait une teneur ou un taux de digestibilité qui est de l'ordre de 15%. Donc tout ça pour vous dire qu'à côté de la variabilité saisonnière de la teneur en protéines, il y a aussi une variabilité saisonnière en matière de digestibilité, donc d'intérêt d'utiliser ces protéines dans l'alimentation humaine. Sachant cela, on est parti de l'hypothèse qu'en fait, c'était les polysaccharides, c'est-à-dire ces fameuses fibres algales, qui étaient responsables de la faible digestibilité, 30% dans le meilleur des cas, 15% dans un cas qui était moins favorable, donc étaient responsables de la digestibilité relative des protéines de Palmaria palmata. Chez Palmaria palmata, vous avez deux types de fibres. Vous avez essentiellement de la cellulose et des xylanes. Pour ce faire, on a fait un pré-traitement enzymatique de l'algue, c'est-à-dire avant de la soumettre au procédé de digestion, on l'a soumis à un pré-traitement enzymatique en utilisant en fait des enzymes qui sont des enzymes d'origine commerciale, donc des cellulases, c'est celluclastes, et des xylanases, c'est Sherzim. Et quand on utilise donc une combinaison de préparation enzymatique à base de xylanase, c'est-à-dire Sherzim, et à base de cellulase, c'est-à-dire celluclaste, quand on a un effet combiné de ce pré-traitement enzymatique sur l'algue, on observe que le taux de digestibilité donc, des protéines de Palmaria palmata est de l'ordre de 75 à 80%. On passe donc de 30% sans pré-traitement enzymatique à 75 à 80% d'amélioration donc, de la digestibilité en présence donc, d'un pré-traitement enzymatique. C'était une démonstration qu'en fait, on peut améliorer la digestibilité des protéines d'algues et plus particulièrement de Palmaria palmata en jouant sur l'utilisation combinée d'enzymes qui sont utilisées, c'est le cas de celluclaste et Sherzim, déjà dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour la clarification des jus de fruits. Donc, on avait effectivement fait la démonstration que par rapport à l'inhibition partielle de la digestibilité des protéines d'algues, un pré-traitement enzymatique pouvait améliorer significativement la digestibilité et l'intérêt nutritionnel de ces protéines d'algues. Est-ce que cette démonstration était valable pour toutes les algues? Eh bien, en fait, pas du tout. Parce que si vous prenez une autre algue rouge dont la teneur en protéines peut atteindre, comme Palmaria palmata, 25% du poids sec, c'est Gracilaria verrucosa, qui a une teneur en protéines proche des 24% du poids sec. Vous pouvez revoir donc ma diapositive sur la composition moyenne de Gracilaria verrucosa. On observe qu'au bout de 6 heures de digestion, sans traitement enzymatique préalable, c'est-à-dire sans utilisation d'enzymes pour dégrader les polysaccharides, vous allez obtenir en fait une digestibilité, j'allais dire, naturelle des protéines de Gracilaria verrucosa qui est de l'ordre de 35%. Donc, et qui n'est pas très éloigné de la digestibilité de la caséine qui, dans les conditions opératoires, était de 40%. Monsieur Florence, juste, donc, ça veut dire... Monsieur Florence, juste, on vous écoute, il n'y a pas de problème. Il nous reste seulement 3 minutes là pour votre présentation. C'était juste pour vous informer. Écoutez, donc ce que je voulais dire simplement, c'est que en fait, en fonction des espèces, vous avez des digestibilités, des valeurs nutritionnelles différentes en ce qui concerne les protéines. En termes de bilan de perspective, on peut considérer effectivement
que les protéines d'algues pourraient être une source alternative de protéines végétales. Ça se voit au niveau donc de la composition en acides aminés. Vous voyez que certaines algues, notamment comme l'ulve, qui est une algue bien connue sur les côtes d'Armor, vous avez donc des teneurs en acides aminés qui sont complémentaires des teneurs en acides aminés qu'on peut avoir pour le soja ou le valbumine. Alors, que peut-on attendre en fait de l'utilisation des algues en alimentation animale ou humaine? On peut dire que les algues sont des sources de protéines dont l'intérêt nutritionnel varie bien entendu selon les espèces et la saison. Le traitement enzymatique de la matière première peut présenter des avantages pour améliorer la digestibilité de la fraction protéique et la valeur nutritionnelle, mais ça dépend bien entendu des espèces. Mais on sait aussi que l'utilisation d'enzymes en pré-traitement des algues améliore parce que ça modifie la texture de l'algue. Donc sinon, voilà quelques ouvrages que vous pouvez consulter. Ça, c'était un peu de l'auto-publicité. Il y a un ouvrage qui s'appelle Les algues alimentaires, bilan et perspectives, qui est paru en 2018 et qui fait un bilan sur en fait tous les aspects valorisation alimentaire des algues. Ensuite, ce que je voulais vous dire, comme disent beaucoup de mes étudiants, est-ce que c'est compliqué en fait de cuisiner des algues? Et voilà quelques plats que j'ai confectionnés moi-même. Donc c'est pas du tout compliqué. On peut faire effectivement différents mets à base d'algues. Là, vous avez au milieu une omelette qui incorpore en fait un tartare d'algues. Et à côté, vous avez des pâtes avec du wakame. Voilà, merci pour votre attention. Et merci pour cet exposé qui fait un peu long, mais ô combien passionnant. On a des questions, bien évidemment, qui nous sont posées par les internautes, des questions liées au traitement de la digestibilité, mais je crois que vous y avez en partie répondu. Alors, ce que je vous propose, c'est que Nathan, il y a une question notamment d'un internaute qui semble intéressante. Est-ce qu'on peut la poser à notre premier conférencier, Nathan? Oui, c'est ça. On a une question de Laure Le Marchand qui vous demande, étant donné la tendance vers une réduction de la consommation de viande, pensez-vous que les algues pourraient un jour intégralement ou partiellement remplacer la viande concernant l'apport en protéines? Oui, théoriquement oui, mais après, vraiment souhaitable, ça j'en sais rien. Parce que ce qui est souhaitable, c'est d'avoir une diversité alimentaire. Très bien. Les algues ne peuvent pas se substituer totalement à la viande. Et juste pour revenir au traitement et tout ce que vous avez parlé sur la digestibilité, est-ce qu'il y a dans votre centre de recherche des évolutions en la matière, mais toutes récentes, dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'il y a des évolutions en vue? Non, il y a des évolutions toutes récentes parce qu'aujourd'hui, on utilise ces procédés en fait pour améliorer la valeur nutritionnelle des algues, notamment dans le domaine de l'aquaculture. Très bien. Aquaculture poisson et aquaculture ormeaux. Merci, Monsieur Florence. On est obligé de vous laisser parce qu'il y a d'autres conférenciers dans le programme. Eh bien, écoutez, encore merci de votre participation à ce Cook Innovation 2021. Et donc, on ira consulter les ouvrages que vous avez mentionnés tout à l'heure dans votre présentation. Merci et à bientôt. Merci à vous.